Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne de Curious History. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des trésors les plus fascinants de notre histoire, la grotte de Lascaux. Découverte en 1940 par un groupe de jeunes explorateurs, cette grotte est bien plus qu'un simple site archéologique. Elle est un véritable musée à ciel fermé, rempli d'œuvres d'art préhistoriques qui nous offrent un aperçu unique de la vie et des croyances de nos ancêtres. Des animaux majestueux aux symboles mystérieux, chaque peinture raconte une histoire et nous allons découvrir ensemble ce qu'elle signifie, ou du moins tenter d'y apporter des explications. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire captivante de Lascaux, son art incroyable et les défis auxquels elle fait face en matière de conservation. Comment ses œuvres ont-elles été créées? Quels secrets renferment-elles? Et comment les efforts pour préserver ce site exceptionnel ont-ils évolué au fil des ans? Si vous êtes passionné d'histoire, d'art ou simplement curieux de mieux comprendre le monde qui nous entoure, restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos pensées et questions sur le sujet dans les commentaires. Quelqu'un y répondra forcément, j'en suis sûr. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de continuer à explorer ces sujets fascinants tous ensemble. Alors, prêt à embarquer pour ce voyage dans le temps et à découvrir les merveilles de la grotte de Lascaux? Eh ben c'est parti. La grotte de Lascaux, célèbre pour ses peintures préhistoriques, se situe dans le département de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de la France. Elle est nichée à proximité de la petite commune de Montignac, dans un paysage caractérisé par ses vallées, ses falaises calcaires et ses rivières, notamment celle de la Vézère. Cette région, riche en vestiges préhistoriques, était habitée par des groupes humains au Paléolithique supérieur, attirés par la faune abondante et les ressources naturelles. Lascaux fait partie d'un réseau de grottes ornées témoignant d'une expression artistique sophistiquée. La grotte, bien que relativement petite, avec ses 235 mètres de galerie, abrite un impressionnant ensemble de gravures et de peintures qui datent d'environ 17 000 ans. Son emplacement, à l'abri des intempéries et avec une atmosphère stable, a favorisé la conservation de ses œuvres d'art inestimables. Mais avant sa célèbre découverte, Lascaux était surtout le nom d'une seigneurie datant du début du XVe siècle, qui incluait un logis seigneurial, des terres agricoles, des vignes, un moulin, un colombier, ainsi que notre petite colline abritant la grotte. Une description de 1667 révèle un paysage varié composé de vignes, de taillis, de châtaigniers et de bruyères. Au fil des siècles, le domaine changea de propriétaire, passant de famille en famille jusqu'à la famille de la Rochefoucauld-Montbel, qui en était propriétaire lors de la découverte de la grotte. En 1772, cette famille céda finalement la grotte à l'État, mais ceci est une autre histoire. Celle de notre grotte de Lascaux, quant à elle, est entourée de récits variés, à commencer par sa découverte, parfois contradictoires, souvent enrichis de détails fantaisistes. Selon la version la plus courante, le 8 septembre 1940, Marcel Ravida découvre l'entrée de la cavité pendant une promenade sur la commune de Montignac. Alors qu'il se promène, son chien Robot se met à poursuivre un lapin qui se réfugie dans un trou sous un arbre déraciné. Ce trou d'environ 20 cm de diamètre semble mener à une vaste cavité. 4 jours plus tard, le 12 septembre, Marcel, curieux de ce qu'il a découvert, revient sur les lieux avec ses amis. Armé d'une lampe à huile et d'un coutelas pour élargir l'orifice, il est accompagné de Georges Ariel, Simon Coecas et Jacques Marsal. Ensemble, ils pénètrent pour la première fois dans la grotte et découvrent les premières peintures préhistoriques. Après quelques visites et une exploration initiale du puits, Jacques Marsal, couvert de poussière, révèle leur découverte à ses parents. Intrigués mais sceptiques, ils avertissent Léon Laval, leur ancien instituteur, qui doute de l'importance de cette trouvaille. Cependant, il envoie Georges Estreguil, un ancien élève, pour réaliser des croquis de la grotte. À la vue de ces dessins, Léon Laval commence à prendre la découverte au sérieux. Peu après, Maurice Tan, qui séjourne dans un hôtel à Montignac, entend parler des découvertes. Il descend lui-même dans la cavité pour réaliser quelques croquis d'animaux et décide de rencontrer Henri Breuil, un préhistorien réfugié dans la région. Ce dernier, curieux, devient le premier spécialiste à visiter la grotte le 21 septembre 1940, accompagné du chanoine Jean Boyossi et du docteur André Chénier. Ces premières visites marque le début de l'intérêt scientifique pour Lascaux, qui deviendra rapidement un site emblématique de l'art préhistorique. Henri Breuil est reconnu comme le premier à authentifier la grotte de Lascaux et à en fournir une description sommaire. Dès la fin de l'année 1940, il commence à réaliser quelques relevés et passe plusieurs semaines sur place pour étudier les œuvres qu'il attribue à la période périgordienne. Après avoir passé donc plusieurs années à l'étranger, notamment Espagne, Portugal et Afrique du Sud, Breuil revient en 1949. Il entreprend alors une fouille rapide avec Séverin Blanc et Maurice Bourgon, concentrés au pied de la Seine du Puy, dans l'espoir de découvrir une sépulture.
Au cours de cette fouille, ils mettent au jour des pointes de saguet décorées en bois de renne, mais aucune tombe. Ainsi, la grotte de Lascaux sera classée au titre des monuments historiques dès l'année de sa découverte par un arrêté du 27 décembre 1940. Un joyeux Noël pour l'histoire, donc. Ce classement concerne également les parcelles de terrain où se trouve la grotte et ses alentours. Avec 3 arrêtés successifs en 1940, 1945 et 1962, cela renforce ainsi la protection de ce site exceptionnel. En octobre 1979, Lascaux sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'ajoutant à une liste de sites préhistoriques et de grottes ornées situées dans la vallée de la Vézère. Cette reconnaissance internationale souligne l'importance culturelle et historique de la grotte et de ses œuvres. Et en parlant de patrimoine, suite à la découverte de la grotte en 1940, Henri Breuil, notre préhistorien renommé, insiste sur la nécessité de protéger ce site exceptionnel. Il demande donc aux jeunes découvreurs de garder la grotte jour et nuit pour éviter toute dégradation. De fait, ces derniers installent un petit campement de toiles de tente près de l'entrée. Cependant, cet effort ne suffit pas à empêcher certains visiteurs de faire payer l'accès de la grotte et malheureusement, des graffitis finissent par apparaître, notamment avec des initiales gravées sur les parois des premières salles. Pour contrer ces dégradations, le comte de la Rochefoucauld-Montbel, propriétaire des lieux à l'époque et par conséquent de la grotte, fait installer une petite porte dès la fin de l'hiver suivant la découverte. En 1947, il lance même des travaux d'aménagement destinés à rendre la grotte accessible au public. Ces travaux comprennent d'importants terrassements pour ouvrir l'entrée de la cavité, modifiant ainsi le niveau et la nature des sols. Le cône d'éboulis, qui joue un rôle de tampon thermique et hygrothermique, est détruit dans le processus. Cela aura d'ailleurs une grande incidence par la suite. Puis, une porte monumentale en bronze est installée, ainsi qu'un sas maçonné. Des escaliers en pierre sont ajoutés pour faciliter l'accès à la salle des taureaux. Le niveau des sols est même abaissé pour créer un cheminement de visite et un éclairage électrique est également installé pour accompagner les visiteurs. Les travaux sont confiés à Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des monuments historiques de l'époque. La grotte est officiellement ouverte le 14 juillet 1948 avec Léon Laval qui devient délégué des monuments historiques comme premier conservateur. L'engouement du public pour la grotte devient immense. Entre 1948 et 1963, c'est un peu plus d'1 million de personnes qui visitent ce site unique. Toutefois, malgré l'installation de la porte et des systèmes de climatisation pour réguler l'atmosphère, les problèmes de conditionnement de l'air ne peuvent pas être entièrement résolus. Cela soulève d'ailleurs des préoccupations quant à la préservation des peintures et gravures, fragiles et menacées par l'humidité et la chaleur. Car en effet, et cela dès 1955, les premiers signes d'altération des parois de la grotte de Lascaux sont remarqués. Ces dommages, en grande partie causés par l'excès de dioxyde de carbone émis par la respiration des visiteurs, entraînent une acidification de la vapeur d'eau, laquelle commence à corroder les parois. Pour remédier à cette situation alarmante, un premier système de régénération de l'air est, comme dit un peu avant, mis en place en 1957, dans le but de stabiliser la température et l'humidité de la grotte. Cependant, malgré ces efforts, les visites continuent à un rythme effréné avec plus de 1000 touristes par jour, ce qui génère environ 2500 litres de dioxyde de carbone et 50 kg de vapeur d'eau dans un espace relativement confiné d'un peu plus de 1500 m3. André Glory, qui effectue des relevés durant cette période, se voit même contraint de travailler la nuit afin de ne pas perturber le flux de visiteurs, c'est dire. En 1960, la situation se complique encore plus avec l'apparition d'un nouveau phénomène, la maladie verte. En effet, les émanations de dioxyde de carbone associées à une température trop élevée et à l'utilisation d'éclairage artificiel favorisent la prolifération d'algues sur les parois. Parallèlement, un autre problème appelé maladie blanche se développe, se traduisant par un voile de calcite qui se dépose sur certaines œuvres. Malgré l'installation de filtres à l'ozone pour contrer les effets néfastes, les micro-organismes continuent à proliférer. En réponse à cette crise, le 17 avril 1963, André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, prend la décision d'interdire l'accès à la grotte au grand public. Un peu rébarbatif donc, mais nécessaire. Pour restaurer l'écosystème originel de Lascaux, c'est Paul-Marie Guyon, un physicien au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui invente en 1965 un dispositif climatique innovant. De plus, Pierre Vidal, un ingénieur spécialiste des milieux souterrains, installe un système de régulation thermique et hygrométrique qui utilise la convection naturelle pour condenser la vapeur. Ce système vise à recréer les conditions qui avaient permis à Lascaux de se préserver pendant des millénaires avant sa découverte. Enfin, au début des années 1970, un projet ambitieux voit le jour,
la réalisation d'un fac-similé de la grotte. Ce fac-similé est ouvert au public en 1983, offrant ainsi une alternative précieuse pour découvrir cet art préhistorique tout en conservant l'original des effets néfastes du touriste. La grotte peut enfin retrouver son calme. Mais alors que contient cette grotte ? Pour le découvrir, une petite visite s'impose en commençant par le début. En entrant, on découvre un espace relativement petit, avec des galeries qui s'étendent sur environ 235 mètres et un dénivelé d'environ 30 mètres. Le sol présente une pente donc, avec une dénivellation de 13 mètres à l'extrémité du diverticule axial et de 19 mètres au bas du puits. A noter que la partie décorée se situe dans le réseau supérieur, tandis que le réseau inférieur, lui, nous est difficilement accessible en raison de la présence de dioxyde de carbone en trop grande quantité. L'entrée actuelle de la grotte correspond à l'entrée préhistorique, bien qu'elle ait été aménagée avec un système de sas pour faciliter l'accès. Il est probable que l'entrée d'origine était légèrement plus éloignée, mais son plafond a dû s'effondrer, formant le fameux talus sur lequel les découvreurs ont accédé à cet espace secret en 1940. Pour mieux apprécier les œuvres qui nous entourent, la grotte est divisée en plusieurs zones, chacune avec son propre nom évocateur, souvent inspiré de l'architecture religieuse, comme l'a fait notre préhistorien d'Henri Breuil. Nous commençons notre visite dans la première salle, connue sous le nom de salle des taureaux ou rotonde. Cette pièce mesure 17 mètres de long, 6 mètres de large et s'élève à 7 mètres de haut. Elle se prolonge ensuite par le diverticule axial, une galerie plus étroite de longueur similaire. À partir de la salle des taureaux, nous pouvons tourner à droite pour accéder au passage, une galerie d'environ 15 mètres. En continuant, nous découvrons la nef, un couloir plus haut d'environ 20 mètres qui nous mène à une partie non décorée où les parois ne permettent pas d'œuvre à cause de la composition de ces dernières. La nef se prolonge ensuite par le diverticule des félins, un étroit couloir de 20 mètres. À l'opposé de celui-ci, nous trouvons l'abside, une salle ronde qui s'ouvre vers l'ouest à la jonction entre le passage et la nef. Enfin, au fond de l'abside, se trouve le puits, dont l'accès nécessite une descente d'environ 4 à 5 mètres pour entrer dans le réseau inférieur, le fameux plein de gaz. Bref, à chaque tournant, cette grotte nous révèle des trésors artistiques, nous plongeant forcément dans un passé lointain et même mystérieux. D'ailleurs, c'est beau, mais qu'est-ce qu'elle contient, cette grotte ? Pour commencer fort, la salle des taureaux, au cœur de la grotte de Lascaux, se distingue par sa composition spectaculaire. En effet, ces parois en calcite, qui ne se prêtent guère à la gravure, sont ornées exclusivement de peintures, dont certaines atteignent des dimensions impressionnantes, jusqu'à 5 mètres de long. On y observe 2 fils d'aurochs se faisant face, avec 2 aurochs d'un côté et 3 de l'autre. Sur le flanc nord, ces aurochs sont accompagnés d'une dizaine de chevaux et d'un grand animal mystérieux portant 2 traits rectilignes sur le front, que l'on surnommera la licorne. Côté sud, 3 grands aurochs côtoient 3 plus petits, peints en rouge, avec 6 petits cerfs. On trouve également le seul ours de la grotte, superposé au ventre d'un auroch, rendant la représentation quelque peu difficile à comprendre. En poursuivant notre visite, nous accédons au diverticule axial qui est également richement décoré. On y découvre des représentations de bovins, de chevaux, ainsi que de cerfs et de bouquetins. Notamment, le dessin d'un cheval fuyant qui a été réalisé à 2,5 mètres de hauteur, et certaines figures sont peintes sur le plafond à 4 mètres du sol, donnant l'impression qu'elles s'enroulent d'une paroi à l'autre, rendant le tout magnifique. Cette partie de la grotte est également marquée par de nombreux signes tels que des bâtonnets et des points, rendant le tout assez curieux. Le passage, bien que plus dégradé par le temps, révèle lui aussi encore des éléments d'intérêt, bien qu'il soit moins accessible à décrypter. Ensuite, nous entrons dans la nef, où 4 groupes de figures se distinguent. Le panneau de l'empreinte, la vache noire, les cerfs nageants et les bisons croisés. Ces œuvres sont entourées de signes géométriques énigmatiques, y compris des damiers colorés que l'abbé Breuil à l'époque avait qualifiés de blasons. Le diverticule des félins, comme son nom l'indique, contient un groupe de félins, dont l'un semble même uriner pour marquer son territoire. Bien qu'il soit très difficile d'accès, on y trouve des gravures de fauves d'une facture jugée assez naïve, ainsi qu'une représentation exceptionnelle d'un cheval vu de face, ce qui est assez rare dans l'art paléolithique. En continuant notre parcours, nous atteignons l'abside, qui se distingue par ses plus de 1000 gravures. Certaines de ces gravures sont superposées à des peintures et représentent divers animaux et signes, incluant le seul renne de toute la grotte de Lascaux. Enfin, nous découvrons le puits, qui présente une scène énigmatique considérée comme la plus intrigante de la grotte. On y voit en effet un homme ityphalique, oui, en lien avec le phallus, à tête d'oiseau,
semblant tomber, peut-être renversé par un bison éventré se tenant en face de lui. À ses côtés, un objet allongé surmonté d'un oiseau, probablement un propulseur, et un rhinocéros qui s'éloigne. Cette scène complexe est ponctuée de groupes de signes, notamment 3 paires de ponctuations similaires à celles retrouvées au fond du diverticule des félins, ainsi qu'un signe barbelé complexe que l'on retrouve d'ailleurs dans la grotte. Cette composition suggère une narration plutôt qu'une simple juxtaposition d'animaux ou de signes, ce qui a conduit André Leroi-Gourhan à proposer qu'elle renvoie probablement à un épisode mythologique, bien que sa signification demeure difficile à établir. D'ailleurs, avec tout ça, on est en droit de se demander à quoi pouvait bien servir cet endroit à l'époque. Eh bien, difficile à dire. Différentes interprétations de l'art préhistorique dans la grotte de Lascaux ont été proposées au fil des ans, chacune offrant une perspective unique sur les œuvres et leur signification. Tout d'abord, il est important de noter que la grotte a fourni de nombreux restes osseux et outils de silex témoignant de l'activité de ses peintres et graveurs. Cependant, elle n'a jamais été un lieu d'habitation permanent, et sa fréquentation semble principalement liée à ses œuvres d'art pariétal. La faune représentée sur les parois de Lascaux inclut des espèces communes à d'autres grottes ornées de l'ère franco-cantabrique, telles que le cheval, l'auroch, le bison, le cerf ou encore le bouquetin. On observe également des animaux plus rares et dangereux comme l'ours ou le rhinocéros. Étonnamment, les espèces figurées ne correspondent pas toujours à celles qui étaient chassées et consommées à l'époque, avec par exemple un seul renne gravé, malgré que ces animaux représentaient plus de 88% des restes osseux découverts dans la grotte. Cela remet donc en question l'idée d'un art uniquement dicté par une magie de la chasse, telle que souvent envisagée au début du XXe siècle. Bien que les œuvres de Lascaux soient remarquablement réalistes quant à la morphologie et aux attitudes des animaux, elles n'ont pas pour but d'offrir une représentation exhaustive et naturaliste de la réalité. En gros, on est plus sur une illustration que sur une étude. En effet, la flore, les reliefs et le sol sont absents des parois, ce qui est courant dans l'art paléolithique. Néanmoins, certains éléments figurés et en association de signes semblent revêtir une valeur symbolique. C'est probablement le cas des 3 paires de ponctuations retrouvées au fond du diverticule des félins et dans le puits, ainsi que des signes barbelés et des blasons présents sur les différentes parois. André Leroi-Gourhan et la majorité des préhistoriens considèrent que la grotte de Lascaux est comme un sanctuaire, un monument à caractère religieux. Cependant, d'autres interprétations existent. Par exemple, l'archéoastronome Chantal Jaeg-Bolkiewicz suggère que la grotte aurait pu être un centre d'observation du ciel, un temple dédié donc aux constellations. Elle évoque l'idée que la lumière du soleil, se couchant au solstice d'été, aurait illuminé la salle des taureaux, dont les peintures représenteraient une carte des constellations zodiacales telle qu'elle pouvait être observée il y a 10 000 ans. Cette interprétation a quand même suscité du scepticisme parmi les scientifiques, mais il faut dire qu'il y a de l'idée. Thérèse Guyoudar, quant à elle, a analysé la composition des peintures, leur placement et leur technique, révélant un canevas narratif qui expliquerait le processus de la fécondité. Elle postule que ce canevas est structuré en 15 scènes ou chapitres servant de trame à d'autres récits transmis à travers le temps et l'espace. Jean Clotte et David Lewis-Williams avancent l'idée que la grotte pourrait être liée à un culte chamanique. Ils interprètent certains traits sans signification, comme les flèches plantées dans un des félins du diverticule, comme des incisions destinées à laisser passer les animaux et des pouvoirs surnaturels. Toutefois, cette théorie est contestée par des nombreux préhistoriens et spécialistes du chamanisme qui jugent que cette explication est unilatérale. Enfin, une autre interprétation suggère que les hommes préhistoriques attribuent à leur œuvre un semblant de vie. En effet, Julien Duy et Jean-Loïc Lequelec ont observé que les animaux dangereux semblaient davantage fléchés que les animaux moins menaçants. Ils interprètent cela comme une forme de magie de la destruction ou une crainte d'animation des images, où les flèches seraient donc destinées à empêcher les animaux de s'animer. Cette croyance serait corroborée par la disposition des représentations dans la grotte, où les différentes espèces ne sont pas simplement juxtaposées, mais disposées selon des systèmes relationnels. Bref, pour résumer, ces diverses interprétations de l'art de Lascaux soulignent la complexité et la richesse des œuvres, ainsi que la profondeur des réflexions qu'elles suscitent sur les croyances et les pratiques de nos ancêtres. En gros, nous n'en savons rien. D'ailleurs, ces ancêtres, qui étaient-ils ? Pour le savoir, il nous faut au moins pouvoir nous repérer dans le temps. Et là encore, il y a un os. Et pour cause, la datation de la grotte de Lascaux est un sujet complexe qui a suscité de nombreux débats parmi les chercheurs. Selon les avis, l'art pariétal de Lascaux pourrait dater d'époques allant du Gravecien au Magdalénien, soit un paquet d'années. Henri Breuil,
en se basant sur des comparaisons stylistiques, a proposé que les œuvres de Lascaux appartiennent au Périgordien, qui correspond à la période graftienne. En gros, c'est dans le Paléolithique supérieur. Cependant, en 1951, Lascaux a été l'un des premiers sites paléolithiques à bénéficier de datation absolue grâce au carbone 14, méthode mise au point par Willard de Frank Libby. En effet, des échantillons de charbon de bois provenant de lampes découvertes dans le puits ont révélé une datation autour de 15 500 ans avant Jésus-Christ, indiquant une fréquentation durant le Magdalénien. D'autres datations ultérieures, effectuées sur des charbons issus des fouilles d'André Glory, ont confirmé cette époque avec des résultats de moins 17 190 ans avant Jésus-Christ, à 500 ans près. Malgré ces résultats, André Leroi-Gourhan a suggéré à partir des comparaisons stylistiques avec des sites bien datés comme le Fourneau du Diable et le Roc de Serre, que les œuvres de Lascaux pourraient plutôt se situer au Solutréen. Cela soulève la question de savoir si les Solutréens ont simplement visité la grotte ou ont pu participer à sa création artistique. Malheureusement, il n'est pas possible de dater directement les peintures de Lascaux par le carbone 14, car la couleur noire a été obtenue avec des oxydes de manganèse et non du charbon de bois. En gros, ça marche pas. Cependant, des pigments trouvés au pied des parois ainsi que des vestiges comme des lamelles de silex ou des pointes de saguet confirment que les œuvres et les objets étaient contemporains. Selon Norbert Ojoula, des éléments stylistiques et thématiques suggéreraient donc un lien entre Lascaux et le Solutréen, notamment la présence de signes géométriques et certaines représentations de rocs. Il avance que l'art de Lascaux pourrait être fait à la charnière du Solutréen supérieur et du Badégoulien. D'autres chercheurs, comme Jacques Jaubert et Éric Lebrun, ont même proposé que certaines parties du dispositif pariétal de Lascaux pourraient remonter au Graftien, sur la base d'arguments stylistiques et techniques. Récemment, le programme de recherche archéologique Lascaux a lancé de nouvelles campagnes de datation. Des fragments d'os de rennes, retrouvés dans la grotte, ont été datés, révélant une occupation allant de 21 000 à 21 600 ans avant Jésus-Christ, correspondant à la transition entre le Badégoulien et le Magdalénien. En gros, on reste dans la même veine. En somme, la datation de Lascaux reste un sujet d'étude en évolution impliquant des approches variées qui tentent de retracer l'histoire de cet incroyable site préhistorique. Pour conclure notre exploration de la grotte de Lascaux, nous avons plongé dans un monde fascinant, celui de nos ancêtres préhistoriques. Ce site emblématique, véritable chef-d'œuvre de l'art pariétal, nous révèle non seulement la richesse de la faune de l'époque, mais aussi la profondeur des croyances et des rituels qui pouvaient animer ces artistes de l'âge de pierre. À travers ces magnifiques peintures, où les aurochs, les chevaux et d'autres animaux se mêlent à des signes mystérieux, Lascaux nous offre un aperçu unique de la relation entre l'homme et son environnement. Chaque salle, comme la salle des taureaux ou celle du puits, présente des œuvres d'une précision incroyable, témoignant d'une maîtrise technique impressionnante pour l'époque. Ces représentations d'ailleurs ne se contentent pas de montrer la réalité, elles évoquent un monde symbolique riche en signification. Nous avons également discuté des nombreux débats qui entourent la datation des œuvres et des diverses interprétations qui en sont faites, que ce soit l'idée d'un sanctuaire religieux, d'un lieu d'observation astronomique ou d'un site chamanique. Chaque hypothèse ouvre la porte à de nouvelles questions et réflexions sur la culture et spiritualité de nos ancêtres. Il est maintenant essentiel de souligner l'importance de la préservation de ce patrimoine inestimable. Depuis sa découverte, Lascaux a été confronté malheureusement à des défis majeurs, notamment la dégradation due aux visites humaines. La mise en place de mesures de protection témoigne de la prise de conscience de la nécessité de préserver ces œuvres pour les générations futures. En somme, la grotte de Lascaux est bien plus qu'un simple site archéologique. Elle est un témoignage vivant de notre histoire, un lien tangible entre notre passé et notre présent. En visitant et en étudiant Lascaux, nous ne faisons pas que contempler des images anciennes. Nous nous connectons à une part de notre humanité, à des récits millénaires qui continuent à résonner aujourd'hui. Pour terminer, rappelons que pour ceux qui souhaitent découvrir la magie de Lascaux tout en préservant l'original, il existe des reproductions remarquables de la grotte en France. Les fameux facsimilés. La plus célèbre est sans doute Lascaux 4, situé à Montignac, donc juste à côté de l'original, qui offre une expérience immersive et fidèle des peintures originales. Ces reproductions permettent de plonger dans cet univers préhistorique sans pour autant nuire aux œuvres historiques, tout en sensibilisant le public à leur valeur inestimable. N'hésitez donc pas à visiter ces sites pour mieux comprendre et apprécier l'art préhistorique tout en préservant notre patrimoine. Vous trouverez un lien en description vers cet endroit. Encore merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. N'hésitez pas à partager vos réflexions et questions dans les commentaires. Nous vous invitons également à explorer d'autres aspects de l'art préhistorique dans nos prochaines vidéos.
Nous sommes 150 sur la chaîne, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. 150 personnes me font confiance pour que je leur raconte les histoires de notre planète, de notre histoire à tous, et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir les partager avec vous avec autant de simplicité. Et de problèmes de son parfois. Bref, je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous, et si jamais vous voyez un terrier, pensez à vous arrêter et acheter un petit coup d'œil, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber.